Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler du gang des postiches, cette association de malfaiteurs spécialisée dans les braquages et les effractions de banques qui a opéré à Paris entre 1981 et 1986. Ce gang fut à l'origine de 27 attaques de banques à main armée réalisées avec une rare audace, au préjudice de quelques milliers de coffres-forts de particuliers. Leur modus operandi, si particulier, a incité les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme à les surnommer les postiches. En effet, ils entraient dans les agences en plein jour, habillés en bourgeois, affublés de chapeaux ou portant des perruques, de fausses moustaches ou barbes. Ils agissent gantés pour ne pas laisser d'empreintes, emportent les bandes de vidéosurveillance et ouvrent les coffres des beaux quartiers avec pince monseigneur et pieds de biche aussi facilement que des boîtes de conserve. Surtout, ils mettent un point d'honneur à traiter les témoins de leur braquage avec courtoisie. Mais qui sont ces bandits masqués ? Entre eux, ils s'appellent la bande à Belleville. Mohamed Badaoui, dit Bada, Bruno Berliner, dit Beau Sourire, André Belaïch, dit Dédé, Patrick G, Robert Marguerite, dit Bichon, Jean-Claude Misca et Gianluigi Esposito sont des amis d'enfance. À chaque fois qu'ils font le plein de fric, ils partent au soleil mener la grande vie avec leurs copines et font montre d'une générosité de panache. Un jour, Berliner offre 1 million d'anciens francs à un clochard. Voici leur histoire. Il était une fois des garçons de Belleville, un pour tous, tous pour un, tombés dans la délinquance dès l'âge de 10 ans. Les racines des postiches des années 80 sont enfouies là, dans les ruelles de ce quartier populaire de l'Est parisien, le Belleville bigarré et miséreux des années 60. Chez les cadets, Mohamed Badaoui, surnommé Bada, fils de coiffeur marocain, et Bruno Berliner, dit Beau Sourire, rejeton d'agents immobiliers, tiennent le haut du pavé. Artistes dès le début, selon un copain du quartier, les petits pickpockets redoublent d'imagination. Ils inventent un système de crochets pour pouvoir pêcher colliers, bagues et diamants dans les vitrines des bijouteries. Ils raflent les camions de livraison et organisent des ventes sauvages. Ils détournent aussi les premières cartes bleues envoyées par la poste. En guise de test, Bada en pique une à un ami qui a ouvert un compte et qui la déclare volée. Bada et ses émules ont le temps d'utiliser la carte 1 mois avant son inscription sur la liste noire, qui n'est pas informatisée à l'époque. Un ami commerçant, destinataire des numéros de cartes volées, rencarde les ados, qui jouent de plus belle aux casses de boîtes aux lettres, à la course au sésame, pour acheter réfrigérateurs, gazinières ou hi-fi, écoulés au quart de prix dans le secteur. Les habitants adulent ces petits malins qui permettent de s'équiper pour pas cher. Le quartier, c'est un delta, un marécage visqueux, sale, humide et pauvre. Grâce à nous, Belleville est devenue riche tout à coup. Tout le monde a eu la télécouleur. La seule chose qu'on ne faisait pas avec la carte, c'était le loyer et l'essence. Sinon, ça mettait le nom et l'adresse, se souvient un ancien postiche. Ce sont les cadets plus ingénieux et plus modernes qui ont montré la route aux aînés. Dans la bande des grands, André Belaïch et Patrick G survivent déjà d'expédients quand Bada et Berliner, 5 et 7 ans plus jeunes, font mine d'aller à l'école boulevard de Belleville et jouent sur les toits en zinc des maisons miteuses. Fils d'Italien, élevé par sa mère serveuse, G, qui a connu Belaïch sur les bancs du primaire avenue Simon Bolivar, décroche son CAP de plombier. En 1967, Dédé Belaïch, placé depuis 1963, date de l'entrée en prison pour banqueroute de son père peintre, s'enfuit de sa énième pension et réintègre le vieil immeuble en pierre rue de l'Atlas. À 4 ans, le gosse de Tunis a mangé du pain noir dans un camp de réfugiés en Israël, à la frontière syrienne. Quand il a eu 5 ou 6 ans, la famille a débarqué dans une cave à Belleville. Pour sa tante, André avait honte de sa misère. Troisième d'une fratrie de 10, Belaïch prend donc le rôle de l'aîné à 17 ans, trouve un boulot dans une imprimerie à laver des sacs de plomb 12 heures par jour et l'été part en vacances à Juan-les-Pins avec les garçons du quartier.
Le vol d'un portefeuille avec 250 francs à l'intérieur le conduit à Fresnes pour 6 mois. L'année suivante, les manifestations de mai 1968 sont une grande cour de récréation pour les voyous de Belleville. Belaïch suit le mouvement dès le mois de mars. Berliner et Badawi tirent profit des événements. Grèves, manifs, barricades, cadets et aînés cherchent avant tout à faire de l'argent. Il fraternise avec les prolétaires et les étudiants dans ce joyeux bazar qui, à coup sûr, doit changer la société. Tout s'arrête brutalement. Ils se sont retrouvés dans une solitude totale. Tous les gens avaient regagné leur poste, sauf eux qui y avaient vraiment cru. Ils ont toujours recherché par la suite cette fraternité-là. Faisons un bond de 7 ans. Le jeudi 27 février 1975, Badawi et 2 complices attaquent à main armée la Société Centrale de Banque, au 17 avenue de la République, dans le 11e arrondissement de Paris. Un employé déclenche le signal d'alarme. Vincent Lopis, 58 ans, est abattu sommairement. La police arrive rapidement sur les lieux. Pour échapper au tir, les 2 complices, qui venaient de regagner une Austin orange, se retranchent dans la succursale et prennent 5 personnes en otage. La prise d'otage va durer 10 heures. De 16h10 à 2h25 du matin, les 2 garçons négocient au téléphone avec le patron de l'anti-gang et discutent avec les journalistes. On a à notre actif plusieurs attaques de banque. On ne fait pas ça pour de l'argent, mais par dégoût, parce qu'on n'a pas eu de chance. Les flics continuent à faire la forte tête. Il est 19h30. À 20h, nous abattrons un otage. Je n'ai plus rien à attendre. Je me flinguerai ensuite. Je ne veux pas finir ma vie en prison. On n'est pas des enfants de cœur, on est des génies. On en est à notre 20e coup. Ça fait 2 ans que la danse se poursuit pour nous. Et d'ailleurs, on n'en a rien à foutre. Le commissaire, qui d'habitude obtient les redditions par son action psychologique, n'a aucune prise sur eux. À 17h, il réclame 1 million de francs chacun, des fusils de chasse à canon scié et une voiture. À 20h, ils exigent un avion à leur disposition à Orly. À 22h, ils veulent parler au ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski. À 2h25, ils décrochent 2 millions de francs et une Alfa Romeo. Ils oublient l'un des 2 sacs de billets dans la banque et lâchent 2 hommes séquestrés. Une course-poursuite s'ensuit dans Paris, porte de Clignancourt, rue Saint-Lazare, Champs-Élysées. Ils ratent le vol d'un taxi puis d'une Rolls. À 5h, les 3 femmes otages sont libérées rue d'Amsterdam et l'Alfa Romeo est abandonnée place des Ternes. Vide. Les 2 hommes se sont volatilisés. Un complice, Alain Lacabane, est abattu. Badawi est identifié, confondu grâce à des écoutes téléphoniques, et Belaïch est fortement suspecté. Tous 2 seront condamnés par la cour d'assises de Paris à la peine de mort par contumace le 9 juin 1978. Munis de faux documents d'identité, leur cavale les emmène avec leurs petites amies dans des voyages à travers le monde, au Maroc, en Italie, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis et en Thaïlande. Mardi 28 octobre 1980, 2 ans plus tard, Mohamed Badawi et un complice non identifié circulent à moto sur l'avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. 2 gardiens de la paix motocyclistes, membres de l'escorte présidentielle, leur font signe de s'arrêter. Badawi, qui se sait bien évidemment recherché, refuse d'obtempérer et tire avec un P38 sur le gardien de la paix, Dominique Servet. Badawi est abattu par 2 policiers, membres de la direction de la surveillance du territoire, présents également lors de la fusillade. Depuis cette date, le groupe s'est juré de faire en sorte que plus personne ne meure. En septembre 1981, Berliner explique aux autres son expérience en matière d'effraction sur les modèles réduits de coffre-fort fichés Bosch, installés dans presque toutes les banques de la capitale, et lesquels s'ouvriraient, selon ses dires, comme des boîtes de sardines. Le premier essai s'effectue à l'heure du déjeuner, le mardi 29 septembre 1981, dans la BNP de la rue du Docteur Blanche dans le 16e arrondissement de Paris. 8 coffres seront forcés pour un préjudice de 11 000 francs. C'est ainsi et par ce coup que la saga du gang des postiches commence. Entre 1982 et 1983, 4 recrues originaires de Montreuil faisaient leur entrée dans le gang. Jean-Claude Miska, Michel Chelaoui, Serge Ernoux et Jean-Pierre Lepape.
Mercredi 14 mars 1984, le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre réunit place Beauvau les directeurs des différents services centraux et territoriaux de la police et de la gendarmerie, ainsi que les représentants des grandes banques pour discuter d'un stratagème. Il s'agit du plan Ballon. Il est question d'installer dans les salles des coffres des capteurs sismiques qui se déclenchent aux secousses des perceuses et coups de marteau, de les sonoriser sur des fréquences cryptées pour la brigade de répression du banditisme. Loin d'être efficace, le système renvoyait beaucoup de fausses alertes, mais les postiches sentirent que l'étau se resserrait autour d'eux. Ils devinrent plus méfiants, plus nerveux et moins courtois avec les otages. Mardi 14 janvier 1986, le dispositif se déclenche, impliquant dès lors la BRB, emmenée par le commissaire Raymond Mertz, la BRI, emmenée par le commissaire Claude Cancès, et des brigades territoriales venues en renfort à la hâte. Autour de l'agence du Crédit Lyonnais du 39 rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement de Paris, 67 policiers en civil répartis dans 31 véhicules banalisés se déploient dans les rues adjacentes et attendent les postiches à la sortie pour les prendre en filature. L'opération tourne au drame lorsque les postiches Marguerite et G repèrent un véhicule relais stationné juste en face du véhicule banalisé monté par les chefs du dispositif Cancès et Raymond Mertz. Les regards des policiers et des truands se croisent. Se croyant menacé, le commissaire Mertz sort du véhicule et fait feu à 3 reprises en direction des postiches, déclenchant de fait une tentative d'interpellation déconcertée avec les autres effectifs de police. La fusillade finit par attirer l'attention de leurs complices qui viennent les libérer. Le postiche Bruno Berliner, beau sourire, 28 ans, et l'inspecteur de police Jean Vrins, 33 ans, s'entretuent face aux 12 rue René Bazin. Les inspecteurs Ulmer et Roland sont pris en otage pour faciliter la fuite effective de Patrick G avec un postiche non identifié. Serge Ernoux fut suspecté. Malgré l'arrestation de Marguerite, l'échec de l'opération entraîne une fronde historique au 36 quai des Orfèvres, où les hommes réclament le limogeage de Mertz. De cette fronde naît l'affaire Dominique Loiseau, sur fond de scandale du gang des Ripoux, scénarisé plus tard par Olivier Marchal dans le film 36 quai des Orfèvres. Ce coup raté, le coup de trop, marquera la fin du gang des postiches. En effet, vendredi 31 janvier 1986, Serge Ernoux, dit Nounours, chauffeur-livreur de 37 ans, est arrêté à son domicile de Bagnolet. Il est fortement suspecté d'être le 5e postiche qui a menacé, blessé et retenu en otage les 2 policiers qui procédaient à l'interpellation de Patrick G le jour de la fusillade et ainsi permis sa libération. Il est formellement reconnu et désigné par l'inspecteur Patrick Ulmer. Mardi 5 août 1986, André Belaïch et Patrick G sont interceptés par les carabiniers alors qu'ils sont en cavale en Italie. Le premier est incarcéré à la prison de Rebibbia, à Rome. Le second parvient à s'enfuir encore. Dimanche 23 novembre 1986, Jean-Claude Misca organise avec François Besse, ancien complice de Jacques Mérine, l'évasion d'André Belaïch avec un hélicoptère volé à la Croix-Rouge, lequel emmène avec lui son codétenu, un braqueur italien affilié à l'extrême droite, Gianluigi Esposito. Le mois suivant, samedi 13 décembre 1986, Jean-Claude Misca, André Belaïch, Patrick G et Gianluigi Esposito sont finalement arrêtés dans une villa du 28 rue des Pins à Hyères, dans l'Essonne. On retrouve dans les murs le butin des 5 derniers hold-up du gang. Plus de 300 000 francs, 5 000 pièces d'or, des kilos de bijoux et des pierres précieuses. Faisons un bond dans le temps. 10 ans plus tard, jeudi 4 avril 1996, la cour d'assises de Paris condamne Marguerite et Misca à 12 ans de réclusion criminelle pour 7 des 26 braquages reconnus. Belaïch n'est condamné qu'à 8 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, évasion en hélicoptère et recel de vol.
Des postiches qui comparaissent librement, sous contrôle judiciaire, seul G a choisi de ne pas se présenter au tribunal et écope d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle par contumace. Sa cavale prend fin le 13 janvier 2003 dans le 15e arrondissement de Paris, interpellé à son domicile loué sous une fausse identité. Rejugé par la cour d'assises le jeudi 12 février 2004, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Il est alors âgé de 52 ans. Seuls 2 braquages ont pu lui être imputés, dont celui qui a coûté la vie à un policier. Selon Patricia Touranchot, du journal Libération, le total du butin avoisinerait les 187 millions de francs en lingots, pièces d'or et billets, sans compter 20 millions de francs en espèces dans les réserves des banques, soit 31,5 millions d'euros. En juillet 2004, l'affaire du gang des postiches rebondit. Le tueur en série Michel Fourniret révèle les origines douteuses de sa fortune. Incarcéré à Fleury-Mérogis de mars 1984 à octobre 1987 pour une série de viols sur mineurs, il se lie d'amitié avec celui qui partage sa cellule, Jean-Pierre Helgouarch, un breton d'extrême gauche, trafiquant de drogue et auteur de plusieurs braquages. Helgouarch avait lui-même obtenu des informations sur l'emplacement d'un important stock de lingots et de pièces d'or par son ancien codétenu Gianluigi Esposito. Le codétenu de Belaïch, évadé de la prison de Rebibbia, était effectivement présent lorsque les postiches décidèrent d'enterrer leur butin au cimetière de Fontenay en Parisie, derrière la tombe de l'ancien maire Louis Glorian. En mars 1988, Helgouarch demande à sa femme, Farida Hamish, de solliciter Fourniret, alors libre, pour l'aider à récupérer le magot et le changer de place. À la fin du mois de mars, Fourniret, sa femme Monique Olivier et Farida Hamish déterrent de nuit la boîte à outils contenant 20 kilos d'or et des tupperwares remplis de pièces d'or, qui sont ramenés et planqués chez cette dernière près de Clairefontaine en Yvelines. Pour ce service, Fourniret touche une prime de 500 000 francs, mais il en veut plus. Dans la soirée du 13 au 14 avril 1988, il assassine Farida Hamish et récupère le magot, ne laissant que 200 000 francs en pièces d'or pour faire croire qu'elle a pu faire une mauvaise rencontre ou partir avec une grande partie de l'argent et un amant. Lorsque Helgouarch est libéré en octobre 1998, Fourniret et Monique Olivier l'attendent devant la prison de Fleury-Mérogis. Helgouarch ne retrouve que le reliquat de 200 000 francs. Fourniret aurait alors utilisé sa fortune pour financer ses tristes desseins, avec l'obtention d'une camionnette, d'un appartement à Sedan et l'achat discret du château de Sautoux dans les Ardennes. Michel Fourniret est dénoncé le 29 juin 2004 par sa femme Monique Olivier, qui donnera également les détails de 10 crimes commis par son mari. Du trésor des postiches, trahi par Esposito, qui voulait utiliser Helgouarch, lui-même dépouillé par le tueur en série des Ardennes, il ne reste plus que l'équivalent de 25 000 € en pièces espagnoles, canadiennes, mexicaines et en louis d'or, retrouvés début juillet 2004 dans une lessiveuse enterrée par Fourniret en Belgique. Le 15 octobre 2007, plus de 20 ans après le dernier casse sanglant du gang des postiches, André Belaïch se confie au journaliste Damien Delény du Parisien à l'occasion de la sortie de son livre « Ma vie sans postiche ». En effet, malgré les forts soupçons qui pèsent sur lui, André Belaïch a toujours nié faire partie du gang des postiches. Le journaliste écrit: les grands flics à la retraite ou les voyous de légende retirés des voitures écrivent souvent leurs mémoires pour entretenir le mythe. André Belaïch a rédigé les siennes pour le détruire. Depuis plus de 30 ans, il traîne comme un boulet un titre que nombre de petites frappes rêveraient d'accrocher. Belaïch, le cerveau du gang des postiches. Et pourtant, il l'a toujours nié. Il y consacre maintenant un livre. Me mettre dans le costume d'un autre, c'est pas mon truc, lâche-t-il. Aujourd'hui, à 57 ans, le Titi de Belleville, né à Tunis, n'a rien perdu de son énergie et de sa gouaille.
Il ne la met pas au service d'une ode au banditisme. Prison, mitard, cavale sans fin, évasion hollywoodienne d'une prison de Rome, reprison, procès, Belaïch pourrait arborer les plus belles médailles de la voyouterie à sa boutonnière. Il préfère évoquer sa parfaite réinsertion, les 3 magasins de vente de DVD et de CD qu'il gère aujourd'hui à Paris et son histoire d'amour intacte avec sa femme depuis plus de 30 ans. La preuve, comme il le dit, qu'on peut faire la route à l'envers. Franchement, j'espère être un exemple. Pendant des années, j'ai volé. Pour moi, c'était l'aventure. Mais l'aventure, on peut la vivre dans l'honnêteté, dans le travail et dans l'amour. C'est mon combat aujourd'hui. Le combat, il l'a mené toute sa vie. Dans les rues de Belleville d'abord, dans les cours de promenade des prisons ensuite, et plus tard, face aux juges d'instruction et aux policiers qui rêvaient d'en faire un postiche. Il a passé des années à essayer de défaire l'étiquette, sans y arriver complètement. Il est autant gêné par ça que par la starification du gang. C'était pas les gens les plus sympas du monde. Les histoires de Robin des Bois, tout ça, c'est de la flûte enchantée. C'était tout sauf des clowns. Les voyous qui se mettent en scène, André Belaïch n'aime pas trop ça. Quand Mérine pose en photo avec des armes plein les bras, je trouve ça ridicule. Son passé, il l'assume. J'avais choisi cette vie-là très tôt. J'ai navigué longtemps dans un milieu qui me plaisait. Mais il sait mieux que personne que les soirées branchées, les costumes griffés, les vacances à Saint-Tropez, payées avec l'argent de ses casses, lui ont rapporté plus d'années de prison que de joie. Aujourd'hui, chef d'entreprise, il cavale toujours, mais la police n'est plus derrière lui. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique, et en particulier d'articles de journaux du Parisien et de Libération. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.